Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfait, quel jingle. Alors, bienvenue sur le stand de PwC et bienvenue à Vivatech. Nous sommes ravis de vous retrouver, je suis Xavier Monin, je suis associé dans les équipes PwC Stratégienne à Paris et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec mes intervenants d'un sujet clé pour l'écosystème de la tech qui est le rôle que jouent les fonds de private equity growth dans le passage à l'échelle, à la création de valeur auprès des sociétés de tech, des scale-up. Alors, pourquoi est-ce un sujet clé? Car depuis maintenant quelques années, le paysage de la tech européenne et celui en France en particulier a évolué. Et sur l'écosystème foisonnant de start-up qu'on constate encore cette année à Vivatech et sur nos stands en particulier, s'est développé un réseau, un tissu structuré de scale-up, des sociétés plus matures, plus exigeantes, qui ont des besoins forts de professionnalisation, de structuration, d'internationalisation, tout en maintenant des exigences de rentabilité et de création de valeur. Dans le même temps, les investisseurs qui les appuient ont eux aussi changé de posture. Ils sont passés, on va dire, d'une une posture de pourvoyeur de capital à une vraie posture de partenaire actif dans cette création de valeur. Et on le verra aussi parfois de gestionnaires de crise aux côtés des scale-up en question. Alors, ce panel vise justement à éclairer ces questions et ces évolutions. Et je suis ravi d'accueillir à mes côtés trois intervenants particulièrement bien placés pour en parler. Agnès Huyghe-Despointes, bonjour Agnès. Tu es co-head du fonds Sagard New Gen, un fonds pan-européen dédié aux entreprises des secteurs de la tech et de la santé en forte croissance. À côté, Romain Chiudini. Bonjour Romain. Tu es managing director du fonds Ardian Growth, qui est le fonds croissance européen d'Ardian. Lui aussi dédié au scale-up profitable et en croissance, notamment du secteur de la tech et du business service. Et enfin, Arnaud Crépu. Bonjour Arnaud. Enchanté de t'avoir à nos côtés. Tu es CEO d'Equative, qui est une société internationale leader dans les solutions digital advertising et soutenue justement par les fonds Bridgepoint Development Capital et Capital Croissance. Tu nous apporteras donc ce point de vue dirigeant. Alors, pour lancer la discussion, je propose, je me tourne d'abord vers nos investisseurs et j'aimerais discuter un petit peu de l'évolution de vos thèses d'investissement. On constate que semble être passé d'une logique un petit peu de croissance à tout prix ces dernières années à des thèses plus de retour aux fondamentaux avec un rééquilibrage vers des thèses plus solides de prise d'investissement. Et alors, est-ce que vous constatez une telle évolution, Agnès, Romain? Et si oui, dans vos critères d'investissement, est-ce que les choses ont évolué et comment? Oui, c'est évident. Alors, Romain et moi, on est dans le monde du buy-out, des sociétés qui étaient rentables. Donc, on a toujours eu un angle de rentabilité fort et de sociétés qui, le plus souvent, étaient bootstrappées. Il y a de très jolies sociétés tech bootstrappées en France et en Europe. Et avec néanmoins une forte appétence pour la croissance, évidemment. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, nous, notre critère premier d'investissement, c'est comment poursuivre de la croissance rentable. Et c'est un sacré challenge en réalité. C'est un sacré challenge parce qu'il faut savoir mesurer les dépenses, il faut savoir ensuite prioriser ces dépenses et continuer à générer une croissance qui, chez nous, est aux alentours de 30% par an dans notre portefeuille, avec une marge moyenne qui est jusqu'à 20%. Donc on est quand même sur des critères financiers qui sont très exigeants. Et pour nous, maintenant, c'est sûr qu'il y a quelques années où il y avait beaucoup de performances financières réalisées à travers l'effet de levier. Maintenant, il faut, nous, qu'on se convainque que la croissance seule nous permet de réaliser de la performance. Et pas que parce qu'il y a un petit peu moins de dettes disponibles, mais aussi parce qu'au final, c'est ce qui crée de la vraie valeur industrielle. Donc le critère numéro 1 chez nous, il n'a pas trop changé depuis les 5 dernières années, mais c'est vrai que par rapport à la private equity il y a 15 ans, c'est assez différent. C'est est-ce que cette société, elle va avoir les moyens de scaler, de continuer à croître à 10, 20, 30% par an avec des investissements qui n'obèrent pas également la croissance de sa rentabilité. Et est-ce que cette société, à un moment, elle va réussir à arriver à une combinaison croissance normative avec performance, profitabilité normative. Ça, c'est vraiment le critère aujourd'hui qui nous anime. Romain, ça te parle aussi? Oui, je partage l'analyse. Sur les fondamentaux, on n'a pas nécessairement évolué. On cherche toujours des champions catégoriels, on cherche toujours des fondamentaux solides, durables.
Je pense quand même que ce qui a changé, qui est palpable, c'est le changement de modèle de croissance. C'est-à-dire qu'on est passé d'une croissance qui était basée sur une projection exponentielle. Donc, c'est-à-dire qu'on était prêt à acheter des multiples de chiffres d'affaires très étalés dans le temps, 10, 15 fois, 20 fois les revenus. Aujourd'hui, c'est plus une réalité, on est passé à un modèle de croissance linéaire. Et cette linéarité passe par également la gestion des coûts. Il faut remettre en perspective que le marché de la tech, c'est quand même un marché qui a été surfinancé très rapidement. En 2015, c'était 15 milliards à l'échelle de l'Europe d'investissement. Au pic 2021, c'était 100 milliards d'investissement. Et on aurait passé à 45 milliards en 2024. On a quand même laissé au bord de la route nombre de sociétés tech où on les a mis dans un modèle de croissance, hyper-croissance, au détriment de la profitabilité. Et maintenant, on revient à ce schéma-là. L'approche facile, mais une bonne illustration, c'est la Rule of 40. On a toujours posé une Rule of 40 en disant un 80, moins 40, c'est satisfaisant, voire souhaitable. À cette période-là, on nous disait que faire de la profitabilité, c'était un peu aberrant. Maintenant, on est sur un équilibre global de 20-20, avec des sensibilités différentes. Mais ce qui veut dire que notre rôle en tant qu'investisseur, il est d'accompagner ce changement vers cette nouvelle mode de croissance. Et autre chose qui est intéressant rapidement, c'est qu'en 2013, il y avait moins de 10% des valeurs software qui passaient dans les mains d'un buyout. En 2023, c'est de l'ordre de 80%. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement une macro qui a fait qu'on a changé l'approche, c'est que la structure de financement des valeurs tech a besoin de se normaliser sur croissance et profitabilité. Très très clair. De ton point de vue, Arnaud, dans tes échanges avec les investisseurs, tu sens les attentes aussi évoluer ou... Alors moi je vais parler du côté entrepreneur. Ce qu'on a observé depuis 4 ou 5 ans, 2020-2021, c'est exactement ce que vous décrivez. Dans notre environnement à tech, Equative fait partie du Next 40. Donc ce que je veux dire sur la tech, c'est vrai pour le Next 40 aussi, dans les environnements assez divers et variés tech. En 2020-2021, les sociétés en concurrence avec Equative, qui pour l'essentiel sont les sociétés américaines, étaient valorisées à un multiple de chiffre d'affaires et qui atteignait généralement 10 à 15 fois le chiffre d'affaires. Sur un business qui n'était pas totalement du SaaS, qui est du platform as a service, donc qui n'est pas aussi sticky que le SaaS et aussi récurrent. Et ces sociétés-là qui ont été valorisées à des niveaux exagérés à cette période vont très mal parce que les investisseurs ont un prix d'entrée trop élevé et elles sentent que jamais en fait elles n'arriveront à retrouver les valorisations qu'elles avaient à l'époque. Et ce qui devient un frein à la croissance assez considérable pour le management et pour la société elle-même. Et donc aujourd'hui on est revenu sur des fondamentaux plus raisonnables qui sont des multiples de l'EBITDA qui font sens et qui permettent à la fois au fonds et au management d'avoir des perspectives de création de valeur qui alignent tout le monde et qui sont extrêmement sains pour dérouler un plan de croissance. Très clair. Et quel regard les uns les autres vous portez sur les différents styles d'investissement ? Est-ce qu'il y a un style européen par rapport à un style américain dans le développement de thèses d'investissement ? Alors, je connais mal le style américain. J'ai toujours été avec des fonds français ou européens. Maintenant, Bridgepoint est un fonds un petit peu plus international que l'était Capital Croissance. KT Capital avait une spécificité d'être un fonds franco-chinois. Donc KT Capital nous avait poussé à investir en Chine à l'époque. Ce n'était pas nécessairement la meilleure chose qu'on ait faite. Aujourd'hui, on est avec un fonds qui nous accompagne, avec un style qui reste un style européen, au moins sur un critère qui est un incentive pour le management très agressif, qui permet pour les dirigeants à la fois de plafonner les salaires. Les concurrents américains qui sont avec des fonds américains ont des incentives qui n'ont rien à voir avec les nôtres en termes de package equity, mais en revanche ont des rémunérations qui généralement sont 30 à 50% supérieures aux nôtres. Donc ça nous permet d'avoir une société dans laquelle on a 750 collaborateurs, dont la moitié sont actionnaires. Tous ont investi leur propre argent en fait dans le projet, donc c'est des vrais actionnaires qui ne sont pas rémunérés en stock option que les collaborateurs en général ont du mal à valoriser parce que c'est du papier. Ces gens-là participent à nos assemblées générales, sont rentrés sur des valos très raisonnables et sur les 8 dernières années depuis qu'on est sous LBO, j'ai un taux de turnover dans la population actionnaire
de 3% par an, ce qui est extrêmement faible dans la tech, là où le taux de turnover moyen de la société est de 15%. C'est-à-dire que la population non actionnaire, taux de turnover extrêmement élevé. Et ça, c'est une spécificité très très européenne et au sein de l'Europe même très française. Un mot de votre part sur... Oui, je partage. Et effectivement, alors les Américains ont une approche entre guillemets plus agressive avec un screening très fort sur les valeurs européennes. Ils n'hésitent pas à dégainer des valos très élevés aussi, quitte à revenir dessus d'ailleurs. Mais ça met un peu ce que tu disais Arnaud en perspective sur la logique de gouvernance ou de structuration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans leur approche qui fait que c'est à mettre en perspective la valo avec la façon de fonctionner, des actions de préférence, une gouvernance restrictive ou une limitation du pouvoir des CEO. Après, sur l'approche américaine, moi j'aimerais quand même, on a tendance à positionner l'alternative des high growth US Funds comme soit une finalité en soi, soit comme une menace ou une contrainte. Je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de là et que dans cette démarche de comment on fait scaler les valeurs européennes, il faut positionner ces solutions de financement comme des options. Et que parmi ces options, il y a la bourse, il y a la sortie stratégique, il y a du buy-out européen et que c'est notre rôle en tant qu'investisseur de growth tech de positionner les sociétés avec toutes les armes possibles pour décider leur option à la sortie. Et pas uniquement regarder les investisseurs US comme la seule option finale. Tu veux dire un mot aussi? Ouais, moi j'adore cette dichotomie. En plus, c'est le moment où on peut taper sur les fonds américains, mais comme c'est aussi vos clients, je vais éviter de le faire. Non, moi je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des fonds américains. Beaucoup de choses. C'est les premiers à avoir créé des gros fonds tech. C'est les premiers à avoir mis en place des ressources opérationnelles. Et nous, on s'en est vraiment inspirés. En fait, ça a été une source d'inspiration énorme quand on a monté le fonds. Alors, en plus, moi, je fais partie d'une plateforme qui est nord-américaine. Elle n'est pas US, mais elle est quand même nord-américaine. Donc, on en tire encore beaucoup. Et on a essayé justement d'appliquer à l'Europe à des styles de management qui sont différents de ceux des États-Unis à la base, sans même parler du financement de ces sociétés, d'appliquer les ressources américaines. Et je pense qu'on va y venir assez vite parce que ça revient à la première question que tu posais, Xavier, qui était aujourd'hui quels étaient nos critères. La critère, c'est de la croissance durable. Il va falloir apporter des ressources. Et les ressources, c'est vrai que les premiers à les avoir mis en place, c'est les Américains. Après, dans le style, c'est vrai qu'ils ont un peu une tendance à penser que ils ont des approches très majo et donc pour eux, effectivement, le management doit être adapté à l'étape de croissance et donc, effectivement, il est beaucoup plus remplaçable et les ressources sont beaucoup plus imposées. En contrepartie, les valos sont très élevés. Voilà. Nous, on essaye de le jouer un peu plus à l'européenne, en mode plus en partenariat avec des équipes, en renforcement d'équipes, en consolidation de l'existant pour aller reproduire en accélération ce qui avait été fait très bien dans le passé en général quand on rentre dans une société. Par contre, on a plein de choses à apprendre d'eux. Et si on ne veut pas qu'ils viennent faire leur marché en Europe, même si le dollar n'est pas super fort en ce moment, mais bon, ils ont quand même pas mal d'argent. Et si on ne veut pas qu'ils viennent faire leur marché en Europe, il faut aussi qu'on s'en inspire. Ça fait une bonne transition avec la deuxième thématique. Je voudrais qu'on rentre dans le concret. Une fois au capital, comment accompagne-t-on justement des scale-up dans leur développement, leur passage à l'échelle, leur création de valeur? Alors, je me tourne vers toi, Arnaud, immédiatement. Toi, quelle leçon tirée de l'accompagnement des fonds qui te soutiennent? Je vais introduire ce sujet en rappelant que Equative a été créé en 2001 au sein du groupe auféminin.com. Equative, entre 2001 et 2015, a grossi de 0 à 15 millions de chiffre d'affaires. En 2015, on est devenu indépendant, donc sous private equity. Entre 2015 et 2025, on est passé de 15 millions de chiffre d'affaires à 200 millions de chiffre d'affaires et on est passé de 3 ou 4 millions d'EBITDA à 45 millions d'EBITDA en ayant connu 3 fonds d'investissement différents que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Il y a 3 sujets, je vais aller assez vite, mais 3 sujets sur lesquels on a une création de valeur immense, être accompagné par un fonds d'investissement. La première, c'est la gouvernance. La gouvernance d'une société sous LBO n'a rien à voir avec la gouvernance d'une boîte cotée, n'a rien à voir avec la gouvernance d'une boîte détenue par les fondateurs historiques et n'a rien à voir avec la gouvernance d'une boîte qui est détenue par différents fonds minoritaires. Donc il y a un alignement stratégique très fort et le fonds va aider le management à garder le focus sur le plan stratégique à long terme, généralement est un plan stratégique à 3 ans. Et donc ensemble, il y a un partenariat sur lequel on va dérouler un plan stratégique et le fonds est là pour nous rappeler où on doit être dans 3 ans et nous sortir un petit peu de l'opérationnel courant du quotidien qui souvent fait perdre aux dirigeants le focus à long terme. Le second, j'en ai parlé largement, c'est l'alignement des intérêts capitalistiques.
Donc il y a un incentive, je l'ai dit, très fort dans les environnements LBO, à la fois avec l'effet de levier et le manpack. Donc un fonds d'investissement a la capacité à proposer en fait une création de valeur qui peut être game changer dans la vie d'un manager, avec un turnover très faible, comme je l'ai mentionné, mais aussi attraction de nouveaux talents. Très facile, quand on est détenu par un fonds, d'aller attirer des profils talentueux. En France et même aux États-Unis, ils ont plus de mal à comprendre dans les structures juridiques de LBO à la française, mais malgré tout, quand ils ont compris, ils ne peuvent plus s'en passer, ils adorent. Et puis enfin, c'est une capacité à dérouler une accélération de la croissance avec du M&A. Je fais pas mal d'opérations d'acquisition dans des sociétés qui n'étaient pas gérées par des fonds d'investissement. C'est extrêmement consommateur en temps et en énergie pour les dirigeants, pour le CEO, pour le CFO. On passe un temps considérable sur les questions juridiques et financières. Et quand on est accompagné par un fonds solide, qui a la capacité à dérouler ces projets-là, et c'est l'expertise première des fonds, on se concentre sur les due deals produits, business, managérial, people. Et le fonds fait quasiment tout, en collaboration évidemment avec la direction financière et juridique de la société, sur la partie juridique et financière. Très clair. De votre côté, Agnès Romain, y a-t-il un playbook que vous appliquez au-delà de ce que vient d'énoncer Arnaud? Oui, très clairement. Et je pense que c'est la grande différence entre le private equity d'il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui. Il y a 15 ans, il n'y avait que des équipes d'investissement, un peu de support, et un peu de support financier, par exemple. Aujourd'hui, on a tous, dans les fonds, surtout les fonds plateformes, qui ont plus de moyens, parce qu'évidemment, on a plus d'actifs sous gestion, donc on a plus de moyens financiers, d'avoir vraiment investi dans des équipes Ops, à disposition des managements. Et là, très clairement, nous, on a priorisé 3 angles et qui vont être totalement en résonance avec ce qu'on disait avant. Un, soutien à la croissance. Donc, nous, on a internalisé notre propre CRO, notre propre CMO. On a des équipes de go-to-market. On a vraiment des équipes qui permettent d'analyser des marchés, d'analyser des équipes de management, des équipes commerciales, des équipes marketing, l'adéquation du marketing avec le commercial, les schémas d'incentivization, etc. Alors ça c'est très important, c'est vraiment la partie top line et dedans ça inclut aussi le M&A parce que ça peut être de la croissance inorganique. On a beaucoup travaillé, mais comme beaucoup de fonds, sur la partie tech parce que c'est pas parce qu'on back des boîtes de tech qu'elles sont totalement autosuffisantes et qu'elles ont les moyens de s'offrir des talents très expérimentés, très chers, avec notamment un angle très fort, sans surprise, cybersécurité, data management et plus récemment IA. Et ça, ce sont vraiment des accélérateurs qui permettent de donner de l'air, de donner des schémas d'analyse et des schémas décisionnels pour prioriser encore les roadmaps techno et notamment les roadmaps IA. Et puis évidemment, la structuration, tu mentionnais, il y a la gouvernance. La gouvernance, elle va avec une bonne structure. Et souvent, les sociétés dans lesquelles on investit, elles peuvent être un peu faibles sur les parties structure. Évidemment, la fonction finance, mais aussi les fonctions RH, d'attraction de talent, hyper important. Et donc ça, oui, on a des playbooks RH, avec des benchmarks de salaire, avec des funnels de recrutement, comment ça doit fonctionner, avec les best practices qu'on échange. Et évidemment, on réunit aussi de manière fréquente, j'imagine que tu le vis aussi, pas seulement les CEO, en fait, les CEO, les CRO, les CMO, etc., les CFO, pour qu'ils échangent. C'est vraiment important. Très clair. Côté Ardian je partage et on partage l'approche. Il y a d'abord, comme tu disais Arnaud, une forme de stratégie générale. Nous, on a un playbook chez Ardian, c'est assez clair. C'est comment on accélère l'international, comment on met en place une plateforme d'acquisition pour du build-up et comment on fait monter en compétences les organisations. C'est-à-dire comment on peut venir améliorer les strates de management, les reporting, la stratégie, etc. Je partage ce que tu dis Agnès aussi sur la logique où aujourd'hui, nous, investisseurs, aux côtés d'entrepreneurs, on doit devenir une forme de plateforme de service au-delà de ce playbook général de cette stratégie. Et c'est-à-dire qu'on doit pouvoir répondre à quasiment toute demande d'un entrepreneur sur sa problématique de croissance et développer, internaliser, externaliser, peu importe, mais développer des services. Très concrètement, pour prendre un exemple, chez Ardian, on a développé une équipe digitale transverse à toutes les boîtes du portefeuille qui vise à répondre à toute question de comment je transforme l'IT au sein des sociétés. Et donc, très concrètement, quand un dirigeant dit j'ai besoin de changer mon ERP ou ma CRM, on a une équipe qui fait le benchmark prix, benchmark techno, qui négocie les prix et qui va jusqu'à aider à l'intégration. Et c'est vrai sur plein de problématiques, les affaires publiques, le ESG, le digital, la data, etc. Et ça devient nécessaire parce que, une nouvelle fois, la croissance, on l'écrit sur Excel. La réalité, c'est que c'est des soubresauts et qu'à chaque soubresaut, il faut que le partenaire stratégique financier
soit vraiment là et un vrai pilier pour la boîte et pour l'entrepreneur. Très clair. Cette capacité de réinvention, on l'a mise aussi, nous, côté PwC, bien sûr, dans nos services sur la table et dans vos accompagnements. Je voudrais vous faire réagir, et j'ai conscience que l'heure tourne aussi, sur le contexte actuel. On est dans des situations d'instabilité croissante, on a vu se succéder à des rythmes de plus en plus effrénés des crises après la pandémie, l'inflation, la situation géopolitique, des choses plus structurantes comme l'intelligence artificielle qu'on voit partout aujourd'hui. Comment vous les intégrez? Quel est le rôle des fonds? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est toujours le même dans ce contexte changeant, incertain? Ouais, peut-être. En fait, je pense que on a toujours vécu avec des crises. La différence, c'est que les crises étaient plus ou moins longues, sur plus ou moins longue durée. Là, aujourd'hui, elles sont quand même relativement raccourcies, avec des pics d'intensité plus fortes, que ce soit le Covid, que ce soit la macro, l'inflation, des choses comme ça. C'est beaucoup plus raccourci et intense. Après, dans le monde de la tech, par définition, c'est un marché qui est en rupture permanente. Une technologie vient remplacer une autre. Donc, c'est plus en relation avec ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement déployer une stratégie à l'entrée et de dire on va appliquer ça, il faut avoir suffisamment d'agilité pour encaisser ces crises et être une nouvelle fois un miroir fort auprès de l'entrepreneur pour dire j'ai la compréhension, les outils, les services et la disponibilité pour m'adapter et adapter la réflexion générale de la stratégie à ces nouvelles situations. Arnaud, peut-être? Oui, je crois que dans les crises qu'on a traversées ou dans les périodes de transformation massive qu'on est en train de traverser maintenant, le rôle du fonds, c'est de rappeler aux dirigeants qu'il n'a pas le droit de procrastiner, en fait, hein, et donc de regarder, en fait, ce qui se passe à l'extérieur et de rappeler aux dirigeants vous en êtes où sur les sujets IA. Quand je demande à mes équipes où on en est sur les sujets IA, ils me disent ce qu'on fait c'est canon, c'est génial, on est très en avance sur tout le monde. Quand je regarde ce que les autres font et quand je suis challengé par Bridgepoint, je me dis en fait on est en retard. En fait on est en retard et on a beaucoup de problèmes opérationnels à gérer au quotidien. Et les sujets de transformation, on a tendance à les repousser à plus tard. Donc le rôle du fonds, c'est de dire je comprends les gars qu'il y a beaucoup de sujets sur la table, mais on est obligé de se positionner, on est obligé de prendre de l'avance et surtout de ne pas prendre de retard sur les gros sujets de transformation comme par exemple l'IA aujourd'hui. Tu veux rajouter quelque chose? Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que tout a été dit. Clair. Je dirais que notre job, c'est d'être la tour de contrôle, pour reprendre ce que disait Romain. Et aussi, notre job, c'est aussi d'investir à contre-cycle. Et ça, on l'oublie souvent en fait dans les fonds. On est là pour tourner une crise en opportunité. Ça fait 20 ans qu'on vit des crises, il y en a eu plein, je ne vais pas les répéter. Et il faut nous, justement, à ce moment-là, on se dit c'est le moment ou jamais d'y aller, d'investir, de faire du M&A, justement, malheureusement de profiter de ceux et de permettre à ceux qui ont des difficultés de continuer aussi, mais dans un groupe plus consolidé. Voilà, c'est notre job. Et aujourd'hui, je dirais, il y a presque il y a aussi des opportunités dans ce qui se passe avec les tarifs. C'est le moment des solutions européennes d'émerger. Il y a un trou de serrure, on peut y aller, quoi. Juste un petit complément parce que je trouve que c'est intéressant aussi la perspective d'Arnaud parce qu'on parle beaucoup de la transformation ou l'évolution des fonds et des investisseurs dans la tech, mais il y a aussi une évolution des entrepreneurs qui sont passés d'un mode je vais chercher du financement pour soutenir cette croissance très importante à je cherche un vrai partenaire et je mets dans la balance l'ensemble des éléments qui me sont fournis au-delà de la valorisation, au-delà du ticket d'investissement, mais aussi l'accompagnement. Et on n'est jamais aussi fort dans les tests de croissance que quand il y a un vrai fit, un vrai partage et une capacité à se dire les choses avec un entrepreneur qui est ouvert et un fonds qui écoute. Ça, c'est assez important dans notre thèse. On arrive au bout du temps imparti. Peut-être une dernière phrase de conclusion pour chacun. Qu'est-ce qu'un fonds doit incarner aujourd'hui auprès d'une scale-up tech, à votre sens? Je pense que le message qu'on a partagé aujourd'hui et je pense qu'il faut défendre, c'est qu'on a un vrai rôle à jouer dans l'émergence de ces valeurs tech à l'échelle européenne, qu'on a beaucoup d'armes pour défendre les talents, les qualités, et d'autant plus dans le monde actuel où on voit des logiques de souveraineté qui émergent, et c'est là où on doit être relativement fort, et qu'on fait évoluer le modèle de l'investisseur, qui n'est pas simplement un pourvoyeur de fonds ou une vision stratégique, mais qui est de plus en plus opérationnel et qui doit être aux côtés de sociétés qui sont en transformation permanente.
Et je pense que c'est ça la direction qu'on vise à prendre. Merci, je pense que ça résume assez bien nos échanges. Sauf si tu veux rajouter un mot peut-être, côté dirigeant. Je voulais dire simplement que entre un fonds et une équipe managériale, c'est un partenariat. Donc on a besoin d'un alignement stratégique, on a besoin d'une relation de confiance. C'est ce qui fait le succès d'un projet ou non. Et le fonds doit être capable d'identifier les éventuels trous dans la raquette de l'équipe de management et être là pour aider à combler ce manque. Mais, voilà. Un grand merci à tous les trois. Agnès, vas-y, un petit mot. Mini-mot. Je voudrais juste rappeler aussi qu'on n'est pas monolithique. En fait, on est une industrie extrêmement diverse, aussi diverse que l'industrie des startups. En fait, il n'y a pas de fonds qui se ressemblent et en fait, chaque fonds doit être adapté au projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut savoir changer. C'est pour ça qu'on ne reste pas 10 ans parce que en fait, on n'est pas adapté à toute la vie de la société. On est adapté à un moment de sa vie. Donc voilà, donc on est un sparring partner adapté à un moment de la vie et hyper complémentaire de l'équipe de management. Très clair et profondément juste. Je me tourne vers l'assistance. Il nous reste peut-être un tout petit peu de temps pour une ou deux questions, si vous en avez. J'avais une question concernant le caractère réalisable ou non de mettre dans les fonds des stratégies qui sont à 20 ans, à 30 ans, comme j'ai vu que certains fonds le faisaient. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réalisable ou que ça va prendre beaucoup de temps pour les fonds de se dire il faut qu'on fasse quelque chose à long terme parce que c'est pas facile de faire cette transition? Alors, je vais faire un premier élément de réponse. En fait, on a une industrie qui est quand même spécifique parce qu'elle est liquide. Donc les gens qui nous confient de l'argent, notre concurrence, c'est la bourse, c'est d'autres typologies d'actifs. D'une certaine manière, on gère de l'argent. Le fait d'être illiquide pendant 20 ans est quand même assez compliqué. Il faut réfléchir même à l'échelle humaine. Quelqu'un qui se dit, tiens, je mets 1 euro, puis je pourrais le récupérer que dans 20 ans, est assez complexe. Surtout que nous, on a plusieurs sociétés. Donc, en réalité, les 20 ans, ça devient tout de suite 30 parce qu'on investira sur 10 sociétés qui n'auront pas exactement les mêmes rythmes. Par contre, les 20 ans, c'est sûr qu'ils se découpent en plein de moments. C'est sûr que c'est impossible d'avoir une vision à 20 ans qui soit monolithique. Et il va y avoir un premier moment, peut-être de go-to-market, ensuite un autre pays, une internationalisation, du M&A. Et c'est là où il faut se dire, vous devez avoir un plan à 20 ans. C'est ultra important. Nous, on investit sur des plans à 20 ans, mais on n'est pas là pour 20 ans. C'est pas grave, on passera la main à quelqu'un d'autre. Et nous, on a un passager dans le bateau de la croissance des sociétés. Et bien sûr qu'elles doivent avoir une vision à 20 ans. Je rajouterais juste qu'il y a des industries dans lesquelles on ne peut pas faire de plan à 20 ans, et particulièrement dans le digital marketing, publicité digitale. Je pense que Romain, tu confirmes. Les plans à 20 ans, c'est sur certains verticaux, mais pas partout. Mais nous, on est très contents quand on arrive à avoir de la visibilité à 3 ans, c'est déjà immense. Peut-être un dernier complément, on revient à la discussion tout à l'heure, c'est un partenariat avec les entrepreneurs et les projets. C'est-à-dire qu'il faut le mettre sur la table immédiatement pour dire, moi j'ai une vision à 5, à 10, 15 ans, j'ai l'ambition d'être un leader international ou de passer la main rapidement. Nous, on a accompagné des sociétés pendant 13-15 ans, mais c'était le projet. On est allé jusqu'en bourse, mais c'était le projet du dirigeant. Et on a cédé des sociétés au bout de 2 ans, pas parce qu'on l'imposait, parce que le dirigeant a dit, c'était mon projet, j'ai fait mon BP, j'ai amené la société où je voulais, maintenant je veux cette nouvelle histoire-là. Donc il faut le dire avant, par contre, ce n'est pas au milieu de l'investissement qu'on transforme ça, mais une nouvelle fois, c'est un partenariat. Et je rajouterais juste une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que vous êtes incentivé et que vous n'avez pas envie de voir revenir votre argent avant 20 ans. Mais c'est hyper important parce que pour attirer des talents, les talents, ils n'ont pas des visions de carrière à 20 ans. En tant que fondateur, peut-être vous, mais ceux qui vous accompagneront, peut-être pas. Et c'est hyper sain, en fait, de tous les 5 ans, de dire, il y a un événement de liquidité, il y a un nouveau projet, qui se réinscrit dedans. Nous-mêmes, c'est ce qu'on fait, en fait, à notre échelle. Et je rajouterais juste que quand je reprends les business plans qu'on a fait en 2015, en 2018, en 2021, on les a fait, quasiment, un peu de choses près, en termes de chiffre d'affaires d'EBITDA, mais la façon dont on les a fait n'a rien à voir avec ce qui a été envisagé. Donc c'est sain de le faire, l'exercice est plutôt sain. Et je reprends ce qu'Agnès vient de dire. Je pense que le rôle du fonds et le rôle du management, c'est pouvoir offrir de l'équité tous les 3 ans, pas plus, pour éventuellement renouveler l'équipe managériale, rebâtir un nouveau plan stratégique à 3 ans et reconstituer une équipe qui sera celle du prochain chapitre et pas celle du chapitre précédent. Voilà. Merci bien. Une dernière question où je me tourne vers le pas plus de temps. Écoutez, un grand merci à nos intervenants. La discussion était riche, merci. Même si courte. Vraiment merci pour votre présence. Je comprends que les fonds ont encore un très beau rôle à jouer dans l'avenir pour soutenir nos scale-up tech. Et donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci. Et un très bon bibliothèque à tous.